Bienvenue au DH à la portée de tous. Bonsoir fidèles téléspectateurs de la radio-télévision catholique Elikia. Cette émission d'éducation aux droits de l'homme et du civisme qui va passer en revue aujourd'hui la situation des droits de l'homme qui prévaut dans notre pays, notamment les choix du futur président de la CENI. Et on va parler aussi de l'actualité qui est abondante en la matière. Je ne suis pas seule pour animer cette émission. Je suis accompagnée de deux invités. Il s'agit à ma gauche de Maître Henri Wemboloa. Je rappelle qu'il est président de l'AIDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG des droits de l'homme. Il est aussi coordonnateur du REPRODEV. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir Madame, bonsoir chers téléspectateurs. Et à côté de Maître Henri Wemboloa, je reçois toujours dans le cadre de cette émission Fortini Fongeli Yaiti, qui est étudiant à l'université de Kinshasa. Il est aussi président du CARPA. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Madame Sophie Kanjinga. Alors, comme je viens de l'annoncer, fidèles téléspectateurs, nous allons parler du choix du président de la CENI qui défraye la chronique dans notre pays, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Maître Henri Wemboloa, votre lecture sur la lettre du 3 juillet 2020 au président de la République concernant les choix du président de la CENI. Votre question est importante, surtout qu'aujourd'hui, dans notre cité, dans notre société, dans notre pays, il y en a qui veulent organiser des manifestations des rues, il y en a qui contestent des travaux au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition politique, et même certains de la majorité. Et donc le problème est pendant. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'il y ait une issue heureuse. Mais comment peut-on arriver à cette issue heureuse, à la solution au problème? Vous l'avez dit, la lettre des évêques ou des confessions religieuses, il y en a qui contestent. Il y en a qui disent que les choses étaient truquées, même au niveau de la CIM, au niveau même de la préparation, parce que selon eux, selon la SENCO, il n'y a même pas eu désignation. Et il se pose un problème. La personne qui a été désignée est-elle de quelle confession religieuse? S'il y a des discussions autour même de l'église de provenance, et s'il y a autant de problèmes que nous constatons aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une ouverture à plus de problèmes que de résolutions aux véritables problèmes qui nous mettent aujourd'hui, qui mettent le pays en difficulté? C'est autant de questions. Je crois qu'il faudrait que les politiciens se mettent autour d'une table. Mais pourquoi pas que ceux-là qui estiment qu'il y a eu de la fraude dans le processus, il y a les cours et tribunaux qui sont là, qui peuvent être saisis. Et ça peut nous épargner aujourd'hui beaucoup d'autres conséquences très fâcheuses. C'est de cette manière que moi je comprends, et à mon analyse, je nous conseille à nous tous qu'il y ait aussi plusieurs personnes qui réfléchissent sur les voies et solutions, plutôt que de nous mettre tous à nous lamenter, à pleurnicher et à dénoncer, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Qui va arranger? Ce n'est pas seulement le président Kabila, ce n'est pas seulement le président, donc ce n'est pas le président honoraire de Kabila, ce n'est pas le président actuel en exercice, le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas le FCC, ce n'est pas. Et donc c'est un problème qui nous concerne tous et nous avons droit à la paix. Nous avons droit à un processus électoral qui va garantir la paix, la sécurité et le développement du pays. Merci Maître Henri de cette analyse. Fidèles téléspectateurs, nous poursuivons toujours avec cette émission en train de parler du choix du président de la CENI. Monsieur
Monsieur Fortini, toi, tu es étudiant à l'université de Kinshasa. D'entrée de jeu, tu vas d'abord nous parler de la situation dans cette université, mais aussi donner ton analyse sur les choix du futur président de la Commission électorale nationale indépendante, et avec toutes ces manifestations, tout ce que les gens pensent là-dessus, tout ce que cela peut générer. Mes très sincères remerciements à Maître Henri Omboloa qui m'a tendu l'invitation, et à vous également qui m'avez accordé la parole à cette émission. Je crois que je prends la voix pour l'ensemble des étudiants de l'université de Kinshasa, et en tant que jeune Congolais, j'espère que je pourrai donner mon analyse par rapport aux différents problèmes qui s'abattent dans notre République. Et pour rappel, j'ai dit que je suis Tanguy Aeti Fortuni, étudiant à l'université de Kinshasa en année terminale, mais également président du CARPUNUKIN. Le CARPUNUKIN signifie Comité académique pour la recherche de principes, qui a son siège en Corée, mais à Kinshasa, chez nous, c'est l'université de Kinshasa qui est l'université mère. Alors, à proprement parler de la situation qui prévaut dans notre université, elle est plutôt déplorable. Déjà parce que nous savons tous qu'il y a des grèves récurrentes, intempestives, et cela nous mettait déjà en retard. Et bien évidemment, avant l'avènement de la décision du président de la République suspendant toutes les activités académiques, cela nous a de plus en plus floués dans le noir, parce qu'à ce jour, je crois, nous sommes la dernière université à être de plus en retard par rapport aux autres. Car il y a de ceux-là qui sont encore au dépôt de leurs travaux de fin de cycle. Il y a de ceux-là qui ne sont même pas encore délibérés. En raison de cela, le retard peut être constaté, et on en décrit fort ce comportement de la part de nos autorités qui semblent être passéistes aux différentes recommandations de nos professeurs. Car il est très absurde de voir qu'un professeur d'université puisse être sous-payé comparativement à ceux-là qui siègent à l'Assemblée nationale. C'est également un cas pratique, une réalité que l'on ne peut ignorer, quoique l'on décrit fort le comportement quelque peu déplacé de ces professeurs lorsqu'ils arrivent au gouvernement. Et donc, Madame Sophie, pour espérer répondre à la première question, j'estime que la situation académique de mon université n'est pas fameuse, elle n'est pas appréciable, et je crois que par le biais de cette émission, les autorités du pays sauront me capter et sauront répondre aux différents problèmes que nous avons. Je crois, et je m'adresse là directement au ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. Je cite M. Thomas Louaka Losenjola. Il connaît mieux le Congo, et je sous-entends qu'il connaît mieux l'université de Kinshasa, et il connaît nos problèmes. Par rapport à la préoccupation, votre préoccupation, d'abord, premièrement, la CENI n'est qu'un organe de compilation de la volonté du peuple. Et parce que nous sommes dans une hypothèse où l'on devrait procéder par l'institutionnalisation de ces mécanismes de choix, il faudrait que cela puisse passer par un organe, qui est la CENI. Mais on exige de cette grande institution de la transparence, ce qui équivaut à ce que la personne appelée à animer cette institution doit être qualifiée, mais également pétrie d'une certaine dose de confiance et de moralité. Les confessions religieuses, parce que s'il faudrait s'en tenir à la procédure de nomination de la personne qui devrait diriger la dite institution, les confessions religieuses seraient la personnalité ou encore la personne habilitée à prendre pareille décision. Mais si à ce jour, vous nous parlez de la lettre du 3 juillet contestant la nomination de M. Ronsard Malonda, cela veut simplement dire que déjà il n'y a pas eu un consensus de le départ. Et bien évidemment, je rappelle que je ne suis pas catholique, mais si à ce jour, les gens stigmatiseraient l'Église catholique en disant que non, ils voudraient entrer dans la gestion du pays, non, l'Église catholique est également une confession religieuse comme toute autre. Il est entendu que ces regroupements de confessions religieuses incluent l'Église catholique. Puisque l'Église catholique semble ne pas être partante à la décision prise, c'est qu'il n'y avait pas consensus. Et dès lors, par le biais de leur lettre du 3 juillet, j'estime qu'il y a déjà du flou. Lorsque Maître Henri Omboloa nous renseigne déjà qu'il y a eu un peu du faux dans l'origine religieuse de M. Ronsard Malonda,
Il y a des forts doutes, à retenir dans le chef de ces derniers, étant catholiques, mais étant nominé ou encore plébiscité kumbanguiste, déjà ça semble dire quelque chose de trop louche derrière sa nomination. Alors vaudrait mieux, comme il a dit, vaudrait mieux s'entendre, parce que là il s'agit des choix du peuple que l'on devrait comptabiliser, que l'on devrait capitaliser pour les éventuelles élections en 2023. Pour ce faire, il faudrait plutôt un consensus sérieux et que le choix de la personne qui serait appelée à animer la grande institution électorale de notre pays puisse être la personne que la confession religieuse aurait conscience à choisir, bien évidemment, et la personne qui serait en mesure de rendre une tâche noble aux attentes et aux aspirations du peuple congolais. Donc c'est par rapport à cela, j'estime qu'il faudrait plutôt se rallier à l'argument de Maître Henri, que les politiciens et que toutes ces confessions religieuses s'entendent pour qu'au moins la personne choisie ne puisse pas départager les avis. Donc c'est ça mon analyse par rapport à la situation. Merci Monsieur Fortini pour cette analyse. Nous poursuivons avec cette émission, fidèles téléspectateurs, en train de parler de ce que plusieurs ont considéré comme les ping-pong, les jeux de ping-pong entre l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire. Là, Maître Henri, beaucoup de réactions s'élèvent contre l'Assemblée nationale, notamment au niveau de proposition des lois et puis de l'indépendance judiciaire. Vous avez un avis là-dessus? L'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est un pilier important pour asseoir l'état des droits et pour le respect des droits de l'homme dans tout pays. S'il y a aujourd'hui beaucoup de cris, beaucoup de discussions autour de la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous considérons d'abord qu'on est mal parti. C'est vrai que nous avons l'indépendance du pouvoir judiciaire garantie dans la Constitution de notre pays depuis 2006. Mais en 2011, par une loi organique, c'est là l'article 149 qui a été modifié. Et cette modification a élagué, a supprimé le pouvoir judiciaire, donc les parquets civils et militaires, comme membres du pouvoir judiciaire. Moi, je me dis tout simplement que le débat sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est un véritable débat dans plusieurs pays du monde et dans plusieurs systèmes juridiques et politiques. Mais pour ce qui concerne notre pays, avec les circonstances qui sont les nôtres, il y a beaucoup de ceux qui se lamentent. C'est bien que l'on est suspendu, il y en a d'autres qui voudraient dire qu'on n'en parle même plus. C'est vrai, c'est un véritable problème et je crois même qu'on aura difficile à en parler, même au mois de septembre, parce que la RDC a ses réalités propres. Nous avons combien de commissions d'enquête dans ce pays? Combien de résolutions, de recommandations qui ont été faites? Combien de rapports sur des violations des droits de l'homme? Et les gens ont à l'idée le fait que le pouvoir judiciaire, et non que donc le ministère de la Justice ou le gouvernement voudrait tout simplement caporaliser la justice pour que des personnes puissent bénéficier de l'impunité. C'est juste ça le problème pour la majorité de la population. Mais ceci ne signifie pas que la population est en train d'acclamer les abus qui sont dénoncés aussi au sein du pouvoir judiciaire. Il y a effectivement beaucoup de magouilles dans le pouvoir judiciaire et qui nécessitent des corrections. Et il y a même des magistrats qui méritent des sanctions. Aujourd'hui, on parle
des poursuites contre un des juges qui était dans la composition affaire des 100 jours, affaire 100 jours, procès 100 jours. Oui, ce n'est que normal si quelqu'un n'est pas poursuivi par rapport au dossier des 100 jours. C'est pour des faits autres. Et donc là, il faut que les gens comprennent. Mais au moins que le Conseil supérieur de la magistrature s'occupe véritablement de la discipline. C'est ce qui permettra à la population de mieux comprendre la situation. Mais aussi que le gouvernement donne les moyens conséquents au pouvoir judiciaire. Tout notre problème dans ces pays, c'est là. Manque de moyens aux personnes et qui doivent se débrouiller en train de demander, comme le policier qui est aujourd'hui poursuivi parce qu'il a demandé 30-40 $, tout ça. Nous dénonçons toutes ces pratiques, mais que le pouvoir, que le gouvernement, que le pouvoir législatif apprennent à bien partager le revenu national à travers les salaires. Il faut des tensions salariales comme cela se fait sous d'autres cieux. Merci Maître Henri de toutes ces explications. Fidèles téléspectateurs, je crois vous nous suivez avec beaucoup d'attention la situation des droits de l'homme, mais aussi la situation au niveau du Parlement, pourquoi pas l'indépendance judiciaire. Monsieur Président Tongil, est-ce que tu peux placer un mot sur la situation, toutes ces tractations au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi sur l'indépendance judiciaire? Encore une fois de plus, merci Madame Sophie. Il ne faudrait pas, en tant que juriste, futur praticien du droit, échapper à pareille question. Et en venant ici, je m'attendais aussi à ce que cette question puisse être débattue. La question relative aux propositions de loi de Monsieur l'honorable député Aubin Minakou, et bien évidemment avec Gary Sakata, c'est une question qui a défrayé la chronique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, simplement parce que ce sont des lois qui sembleraient mettre en pâture le principe de l'indépendance du pouvoir, lequel principe semblerait être un principe sacro-saint tel que prôné par Montesquieu, les barons de la Brède. Cette question doit être analysée de fond en comble au regard de la Constitution, premièrement. Je suis de ceux qui estiment que le problème est parti, comme l'a dit Maître Henri, à partir de la révision de la loi de 2011. L'article 149 a élidé ou encore a enlevé le fait que le parquet était autrefois rattaché au pouvoir judiciaire. Et dès lors, le débat en droit se foisonne sur la nature juridique du ministère public, car il y a de ceux qui estiment que celui-ci appartient au pouvoir exécutif, et de l'autre, il y a de ceux qui pensent qu'il appartiendra au pouvoir judiciaire. Mais le problème, je l'ai dit tantôt, part à partir de la révision de l'article 149 qui en réalité cachait les vraies intentions qui sont apparues à ce jour. Parce qu'à l'analyse de cette loi, j'ai essayé de faire une lecture survolée et je suis tombé sur l'article 49 de la loi sur le statut de magistrat, la proposition de loi sur le statut de magistrat qui semblait changer la nature du mot injonction qui autrefois, dans le sens du code de l'OCJ, s'apparenterait à une simple dénonciation de la part du ministre ayant la justice dans ses attributions. Mais pour cette fois-ci, l'article 49 de la proposition susdite semble parler du mot injonction comme étant ordre. Or, à proprement parler de l'ordre, entre un membre de l'exécutif et un membre, parce que nous sommes de ceux qui pensent que le parquet est rattaché au pouvoir judiciaire, et donc les injonctions émanant d'un membre de l'exécutif vers un membre du pouvoir judiciaire semblent, ou encore les réellement, n'est que la violation du principe de l'indépendance de la justice. Mais le problème n'est pas également à ce niveau-là. Le problème se trouve exactement au niveau du mot indépendance. Qui dit indépendance dit autosuffisance. Est-ce que notre pouvoir judiciaire est réellement autosuffisant pour ne pas recourir au pouvoir exécutif? Cette analyse semblerait être un peu banale, mais c'est vrai, parce que l'on doit tenir compte de ces considérations sociales.
Dans quel monde vit le magistrat de parquet? Dans quel monde vit même le magistrat de siège? Vous comprendrez qu'ils sont dans une certaine précarité que tout le monde essaie de décrier. Alors, moi j'estime que, hormis le fait que la loi, ou encore les propositions de loi de monsieur l'honorable Sakata et Minaku, outre le fait qu'ils violeraient les principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire, entre le pouvoir, ces lois ou encore ces propositions de loi sont également inopportunes. Nous sommes dans quel moment? Nous sommes dans quel temps? Au moment où nous assistons tous à la saga judiciaire, en plein essor du pouvoir judiciaire, chacun scande la chanson de l'établissement de l'état de droit, vous nous amenez des lois réformatrices du pouvoir judiciaire. Cela semble être déplorable. Moi, j'aimerais tout bonnement rappeler aux gens, peut-être à ceux-là qui oublient, que monsieur l'honorable Obeng Minaku, qui est mon professeur à la faculté de droit, a été à la tête de l'Assemblée nationale pendant longtemps. Et j'estime que les occasions pouvaient être multiples à sa responsabilité, mais également de ses pairs, honorables d'autrefois, de faire pareille proposition. Mais au moment où nous réfléchissons sur la situation sociale du pays, l'on nous parle des détournements de part et d'autre. On nous parle de la situation sanitaire, du Covid-19. On nous parle du problème des étudiants. Mais amener des lois, des réformes judiciaires, je trouve, en tout cas en ces moments, elle n'est pas opportune. Et donc, c'est un débat. Et je loue jusque-là les efforts de ceux-là qui ont milité pour la suspension de la votation de cette loi. Mais je louerai encore plus fort si cette loi arrivait à être complètement retirée, parce qu'elle ne reflète pas la volonté du peuple. Même ceux qui ne savent rien de la notion du pouvoir judiciaire manifestent quand même, car ils apprennent que les ministres de la justice seraient l'ordonnateur de certaines décisions du magistrat, de debout. Alors, pareille hypothèse, s'il faudrait que j'emprunte les mots du professeur Tumbaluaba, ce serait rendre le pouvoir judiciaire une annexe du ministre ayant la justice dans ses attributions. Or, si l'on tombe dans cette réalité, il faut le rappeler que l'on est dans une situation statusidologique. Simplement, la mort de l'État par la violation du principe de l'indépendance de la justice. Et donc, je souhaiterais à ce que ces lois, ou encore ces propositions de loi, puissent faire objet d'un retrait, que l'on discute sur les vraies questions qui concernent le Congolais, sur les vrais problèmes qui nous concernent, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que futurs cadres de ces pays. Les gens disent que un pays, ou encore une société sans vieux, est une société sans histoire, c'est vrai. Mais également, une société sans jeunes est une société sans avenir. Parce que sans jeunes, il n'y a pas d'avenir. Mais eux, en tant que vieux, qu'est-ce qu'ils nous lèguent, nous, jeunes d'aujourd'hui? Si c'est dans de telles pratiques qu'ils nous entraînent, si sont dans de telles scènes, la théâtralisation de l'appareil parlementaire de la République, si on assiste à de pareilles désolations, alors il y a de ceux-là qui seront prêts à faire la révolution. Alors la révolution pacifique, pour essayer de faire sortir le pays du gouffre. Parce qu'il y a plus patriotique que ceux qui sont à l'Assemblée nationale, il y a plus intelligent que ceux qui estiment représenter les intérêts du peuple. Or, ils ne sont là que pour des intérêts personnels. Et donc, j'en appelle à la conscience professorale de mes maîtres, le professeur Gary Sakata M. Tawab, mais également le professeur Obeng Minaku Njala-Njoko, de bien vouloir réfléchir par deux fois sur les répercussions que peuvent avoir ces lois par rapport au peuple. Donc, ce sont mes avis personnels, sans parti pris. Merci. Merci, Monsieur Fortini, pour toute cette analyse. Maître Henri, voilà, est-ce qu'il est nécessaire de réformer la CENI avant de nommer le président de cette institution? Comment avez-vous perçu les confinements de la population, l'état d'urgence, sans mesure d'encadrement? Et puis votre mot de la fin un peu rapidement, parce que là nous sommes au terme de cette émission. Madame Sophie, merci. Merci vraiment pour la question, les questions, mais le temps ne nous le permet pas. Il n'aurait même pas fallu me poser la question. Mais je vais dire un petit mot. Faut-il préalablement les réformes avant la désignation? À ce stade,
qu'il y a déjà un problème qui s'est posé, il y a une désignation, ça devient difficile, madame. Et je crois qu'il faudrait que les politiciens se mettent autour d'une table. Ou encore que ceux qui voient la fraude ou quoi que ce soit saisissent les juridictions. Mais par rapport à la question des mesures d'encadrement de la Covid, de l'état d'urgence, il faut nuancer. Il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été faites. Là, coup de chapeau, nous avons toute une chaîne qui est dédiée à l'information Covid. Il y a beaucoup de choses. Et sur la question, Bodek est sur terrain en train de faire le monitoring sur la situation des droits de l'homme pendant ces temps. Et est vrai, effectivement, il y a des problèmes qui nécessitent encore à corriger. Et j'espère bien que d'un moment à l'autre, on pourra même publier, faire des déclarations sur la question de ce que nous avons suivi, des mesures qui ont été prises et toutes les conséquences. Notamment, madame, par exemple, il n'y a pas de justice pour les personnes qui sont arrêtées tous les jours pendant la période du Covid, avec des mesures très fortes et draconiennes qui empêchent qu'il y ait de recours en justice pour les personnes en détention. Et cela en violation de l'article 61 de la Constitution, qui veut que même pendant les temps d'urgence, on ne peut pas mettre fin à ce droit de recours et la présomption d'innocence. Donc il y a certainement des problèmes sur lesquels on doit fournir des efforts pour améliorer la situation des droits de l'homme pendant la période qui va suivre. Enfin, comme dernier mot, nous savons que la situation de la RDC semble tumultueuse, mais nous espérons et nous en appelons à tout le monde pour conjuguer des efforts afin de faire en sorte qu'on trouve des solutions pacifiques aux problèmes que connaissent le pays. Merci, madame. Merci, Maître Henri, de cette analyse. Là, M. Tonguil, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que la réforme de la CENI est très importante? Est-ce qu'il faut laisser la magistrature indépendante pour que les magistrats fassent aussi n'importe quoi, parce qu'il faut aussi des sanctions? Quelle lecture faites-vous et votre mot de la fin, parce que nous sommes pratiquement au terme de cette émission? Merci maman Sophie pour cette énième fois que vous m'accordez la parole. La réforme de la CENI. Il faudrait rappeler premièrement qu'il y a une proposition de loi venant de l'honorable Henri Thomas Lokondo qui souffre de stagnation jusqu'à ce jour. S'il faudrait que j'ai parlé de la question de l'opportunité par rapport aux trois propositions de loi de mes professeurs. Donc justement, il y a eu une loi qui proposait la réforme de la CENI, mais qui jusqu'à ce jour n'a jamais été adoptée. Et voilà, comme l'occasion faisant le larron, vous me posez la question concernant cette réforme. Je me rallierai à ce que l'abbé de l'ancien Cholet, j'avais lu son intervention, il a dit, à la CENI avec un nouveau président, je paraphrase ses propos, à la tête de la CENI avec un nouveau président, bonne personne, mauvaise personne, tant que cette loi ne serait pas révisée, on doit s'attendre à pire que 2018, 2006 et 2011. Et donc, inévitablement, il faudrait que l'on puisse procéder à la réforme de cet organe électoral. Je le dis, pour moi, la CENI est une institution sacrée. Pourquoi sacrée? Parce qu'elle est appelée à compiler la volonté souveraine du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et donc, la CENI prend en charge la voix de Dieu. Et donc, il ne faudrait pas tergiverser, faire les choses un peu avec la légèreté, mais il est question de l'opportunité. Et en mot de la fin, je l'ai dit tantôt, nous sommes la jeunesse. Si j'ai pris la voix aujourd'hui, c'est pour la jeunesse du Congo plus particulièrement. Il existe moult organisations de jeunes qui luttent pour qu'ils se fassent entendre, Et moi, j'ai cette occasion, je l'ai dit, que le Congo est notre dénominateur commun. Et ceux qui sont au pouvoir, nous qui sommes dans de basses classes, nous sommes tous Congolais. Le Congo est notre mère à tous. Et ce qu'il nous a donné, il faut savoir le lui rendre. À nos autorités, qui sont nos très chers papas, nos très chères mamans, prière de bien prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre. Parce que vous ne resterez pas éternellement, nous serons appelés à vous remplacer.
Mais dans quel état vous nous léguerez ces pays? Posez-vous à chaque fois cette question et je crois que vous aurez à réfléchir par 2 fois avant de poser chaque acte. Merci beaucoup, madame. Merci, Monsieur Fortini, de cette analyse. Fidèles téléspectateurs, là, nous sommes au terme de cette émission et nous vous rappelons que nous avons passé en revue l'actualité de l'heure, l'Assemblée nationale, la réforme de la CENI. Et je remercie de tout cœur Maître Henri Wemboloa en vous rappelant qu'il est président de l'AIDEF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, une ONG des droits de l'homme. Il est aussi coordonnateur du Reprodev. Merci Maître Henri d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour votre invitation, Madame Sophie. Et je remercie aussi Monsieur Fortini Tongel Ayati, qui est étudiant en L2 à l'université de Kinshasa. Il est membre du club des droits de l'homme de cette université, mais aussi président du CARB. Merci Monsieur Fortini d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie de tout cœur, madame. Merci. Houphouët-Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, il a dit que votre comportement détermine la situation sur terrain. Car la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Merci de tout cœur de nous avoir suivis. Surtout merci à Géry Bindele qui a réalisé cette émission. Pourquoi pas à la télévision catholique Elikia qui est la radio des droits de l'homme. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.